Créer une micro-entreprise, ça semble simple, très simple, et c'est pour cette raison que des milliers de personnes se plantent dès le début. Et dans ce guide, je vais te partager les 9 erreurs à éviter avant de te lancer pour perdre ni temps ni argent. Donc on est parti directement et tu vas voir qu'il y a certaines erreurs qui peuvent même te coûter des amendes assez importantes. On parle de plusieurs milliers d'euros. Donc je t'invite à rester bien jusqu'à la fin pour que tout soit très clair et que tu puisses te lancer dans les meilleures conditions en micro-entreprise. Alors premièrement, ça va être ne pas comprendre ici le fonctionnement des plafonds. Alors en micro-entreprise, il y a des plafonds à respecter. Donc beaucoup croient qu'ils peuvent gagner autant qu'ils veulent en auto-entreprise, c'est faux. Les plafonds de chiffre d'affaires annuels sont les suivants. Donc si on fait de la prestation de service, ça pourrait être l'exemple d'un freelance, c'est 77 700 euros par an. Et si on vend des biens, c'est 188 700 euros par an. Donc ça pourrait être l'exemple d'une personne qui a un site e-commerce ou qui achète du matériel, qui les revend directement. Et il faut savoir par contre que tu peux dépasser quand même ces plafonds. L'État te l'autorise. Par contre, il y a des conditions que je vais te partager. Donc il faut dépasser le plafond de chiffre d'affaires pendant 2 années consécutives pour être obligé de changer de type d'entreprise et de fermer la micro-entreprise. Parce qu'on ne va pas se mentir, la micro-entreprise, c'est ce qui rapporte le moins d'argent à l'État parce que c'est ce qui taxe le moins. Donc ils ont mis des plafonds à respecter. Et si les plafonds, tu les dépasses 2 fois d'affilée, si imaginons en 2025, tu crées ta micro-entreprise, première année, tu fais 80 000 euros en prestation de service et 2026, tu fais 78 000, tu es quand même 300 euros au-dessus. Là, tu vas devoir fermer ta micro-entreprise, changer de structure. Par contre, prenons un autre exemple. 2025, tu fais 80 000 euros, donc tu es au-dessus. Et 2026, tu fais 60 000 euros. Là, tu n'as pas dépassé 2 années consécutives, donc c'est bon, tu peux rester en micro-entreprise. Et une nouvelle fois, tu repars sur 2 années consécutives où tu le dépasses pour devoir changer de statut juridique. Donc ça, c'est le premier des éléments. Deuxièmement, c'est pas opter pour le bon régime fiscal. C'est une erreur qui peut te coûter très très cher. Et je vais te partager ça à travers un exemple concret. Donc tu peux choisir au niveau du régime fiscal en micro-entreprise soit le versement libératoire, soit le prélèvement classique de l'impôt sur le revenu en fin d'année. Et je vais te partager les distinctions. Alors le versement libératoire, c'est souvent plus avantageux si ton revenu il est important. Donc tu paies un pourcentage sur ton chiffre d'affaires qui est faible et c'est terminé. C'est concrètement en micro-entreprise, on paye une taxe qui s'appelle l'URSSAF de manière mensuelle ou trimestrielle en fonction du chiffre d'affaires réalisé. Si on réalise 0, on déclare 0, on paye 0. Si on réalise un certain chiffre d'affaires, on paye en fonction de l'activité. Est-ce que c'est de l'achat-revente ou est-ce que c'est de la prestation de service? Donc ça va de 12% en achat-revente à peu près 23% en prestation de service. Et quand on est au versement libératoire, on va payer un tout petit peu plus que ce montant-là, en général 1 à 2% de plus, mais ça comprend au moins l'impôt directement qu'on ne devra pas payer à la fin de l'année. Ça nous permet de le lisser tout au long des 12 mois directement. Et donc les conditions pour bénéficier du versement libératoire, on va voir qu'il y en a. À l'inverse de l'impôt classique où là tout le monde peut en bénéficier, le versement libératoire c'est sous condition, mais si tu rentres dans les conditions, tu as 95% de chance dans ton cas que ça soit beaucoup plus intéressant que tu y sois plutôt qu'à l'impôt sur le revenu classique. Donc la première des conditions, ça va être que le versement libératoire, pour savoir si on peut en bénéficier, il va falloir se référer à son avis d'imposition N-2. Donc là, on est en 2025, il faudra regarder ton avis d'impôt N-2, soit ton avis d'impôt 2023, et regarder si tu es en dessous de certains seuils. Alors, les seuils, c'est les suivants. En 2024 et 2025, qui sont restés sur ces seuils-là, c'est un avis d'impôt qui doit être inférieur à 27 478 euros par part de quotient familial. Donc ça, c'est si tu es une personne seule. Après, si sur ton avis d'impôt, tu es en couple et vous êtes deux parts parce que vous êtes pacsé, marié ou quoi que ce soit, là, c'est 54 956 euros. Après, un couple avec enfant, du coup, c'est 68 695 euros. Et après, un couple avec 2 enfants, c'est 82 434 euros. Donc, du coup, si tu es en dessous de ces seuils, tu peux bénéficier du versement libératoire et en faire la demande directement auprès des impôts ou sinon directement lors de la création de ta micro-entreprise. Et je te partagerai comment le faire juste après. Si malheureusement tu es au-dessus, tu ne peux pas opter pour le versement libératoire. La deuxième des conditions, ça va être que le chiffre d'affaires de l'année précédente, donc non pas N-2, si on est en 2025, ça va être l'année 2024 qui va être pris comme référence, il doit être pour le coup au plus égal à les montants des plafonds. Donc 188 700 achats-revente ou 77 700 pour les prestations de services et activités libérales. C'est qu'on l'a vu en micro-entreprise, on peut dépasser 2 années consécutives. Par contre, pour le versement libératoire, ils estiment que si on veut en bénéficier, il faut absolument que pour le coup, l'année N-1, on soit en dessous
du montant ici du plafond. Donc là, faut aussi, c'est la deuxième chose à regarder. Si c'est ton cas et que tu rentres dans les deux conditions, tu peux en bénéficier. Maintenant, on va voir du coup un peu le taux du versement libératoire et un exemple concret. Alors le versement libératoire, pour le coup, c'est 1% de plus à payer lors de la déclaration URSSAF pour les entreprises de vente, d'achat-revente. Donc si on prend un exemple simple, une personne qui fait de l'e-commerce, s'il a fait 100 000 euros de chiffre d'affaires et qu'il a le versement libératoire, il va payer 12% d'URSSAF, donc ça c'est le taux classique en achat-revente, plus 1% d'impôt sur le revenu, donc 13% au total. Mais s'il fait 200 000 aussi, parce que c'est quand même possible, on l'a vu, il ne faut juste pas qu'il fasse plus de 2 années consécutives pour devoir changer de statut, bah là il va payer 1% d'impôt sur 200 000, soit 2 000 euros d'impôt en ayant fait 200 000 euros de chiffre d'affaires. Donc c'est vraiment extrêmement faible. Tandis que si cette personne-là serait à l'impôt sur revenu classique, clairement il serait plus en train de payer pour 200 000 euros de chiffre d'affaires entre 10 à même 20 000 euros d'impôt. Donc ça fait une belle différence là-dessus. Ensuite, pour les entreprises qui ont une activité de prestation de service, c'est 1,7%. Et pour ensuite les tiers de bénéfices non commerciaux, donc ça c'est les activités libérales, c'est 2,2%. Alors pourquoi les taux sont différents? C'est parce qu'ils estiment, l'État, que tout d'abord les entreprises qui font de l'achat-revente ont plus de coûts, que ce soit des coûts d'achat, des coûts d'envoi, des coûts d'SAV, etc. par rapport à une entreprise qui fait de la prestation de service, imaginons informatique, il y a quand même beaucoup moins de charges, donc forcément ils mettent un taux un petit peu plus élevé. Maintenant, on va voir un petit peu une simulation pour voir est-ce que c'est intéressant d'avoir le versement libératoire pour toi. Alors le cas 1, on va voir que c'est pas intéressant, et le cas 2, on va voir que c'est intéressant. Et tu vas très vite comprendre dans quel cas c'est pertinent d'en bénéficier. Alors ce cas-là, c'est pas intéressant. Donc ici, on va prendre un exemple assez concret. C'est que d'abord, je vais t'expliquer comment fonctionne l'impôt sur le revenu classique. Parce que ça, si tu es en micro-entreprise et que tu as l'impôt sur le revenu classique, ça fonctionne de cette manière. Donc c'est important de le comprendre parce que sinon, tu peux avoir des mauvaises surprises au niveau de combien tu vas payer d'impôts en fin d'année. Parce qu'on va te dire, vous nous devez tant, et tu vas dire, mais comment ça se fait? Là, en comprenant ça, tu sais exactement combien tu vas devoir payer par rapport au chiffre d'affaires que tu as fait. Alors, en fonction de notre activité, on va avoir les impôts qui prennent en compte un abattement. Alors, un abattement, c'est un montant qui vont décider d'enlever au chiffre d'affaires qu'on a réalisé pour nous imposer. Donc on va prendre un exemple simple avec un chiffre rond, 100 000 euros. J'ai fait de l'achat-revente de marchandises, j'ai un site e-commerce, j'ai fait 100 000 euros. Dans ce cas-là, on peut voir que pour l'achat-revente de marchandises, c'est 71% d'abattement. Donc ça signifie que les impôts, ils vont enlever 71% directement à mon chiffre d'affaires réalisé pour me calculer mon impôt. Donc ils ne vont pas m'imposer sur 100 000 euros au niveau de l'impôt sur revenu, ils vont m'imposer sur ici 29 000 euros. Donc il y a 71% d'abattement. Si demain je suis en prestation de service BIC ici, 50%. Donc j'ai fait 100 000 euros, je vais être imposé sur 50 000. Prestation de service BNC, c'est 34. Donc là, sur 100 000 euros, je vais être imposé sur 66 000 euros. Voilà, ça c'est important à comprendre. Et si jamais ton activité, tu ne sais pas elle rentre dans quoi parfaitement, n'hésite pas à me la mettre en commentaire et je te répondrai avec plaisir. Donc une personne qui réalise, imaginons, 1 000 euros par mois de CA en prestation de service. Par exemple, une activité de création de site internet. Et qui fait du coup 12 000 euros par an, donc 1 000 euros par mois, avec son activité. Le résultat, c'est le suivant. C'est que là, c'est une activité du coup qui ici est de la prestation de service BIC. Donc l'État prend un abattement de 50% comme on l'a vu. Donc 6 000 euros pour la base imposable. C'est-à-dire qu'elle va imposer sur 6 000 euros la personne à l'impôt sur le revenu. Et ensuite, comment ça fonctionne l'impôt en France? C'est par tranche. C'est-à-dire qu'on a une première tranche qui est à 0, puis une tranche à 11, une tranche à 30, une tranche à 41. Et donc là, on peut voir que de 0 euros à 11 294 euros, on est à 0% d'imposition. Après, dès 11 295 jusqu'à cette tranche-là, on passe à 11, etc., etc. Donc quand on paye de l'impôt en France, c'est toujours par tranche. C'est-à-dire que même quelqu'un qui est très très riche, il a quand même sa première tranche qui est à 0%. Après, il va passer sur la deuxième, la troisième. Et effectivement, plus on avance, plus l'impôt est important. Donc du coup ici, 6 000 euros de revenus imposables, on peut voir qu'on est entre 0 et 11 294 euros. Donc la réalité, c'est que si cette personne elle a l'impôt sur le revenu, elle paye tout simplement 0%. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas d'intérêt à opter pour le versement libératoire parce que avec le versement libératoire, ici j'ai pris un exemple, elle devra payer 1,7% d'impôt, soit 204 euros, alors qu'en réalité, elle n'est pas imposable. Mais par contre, ça c'est ce qu'ont mis en place l'État, c'est-à-dire que le versement libératoire, si la personne opte pour ça et qu'elle n'est pas imposable, elle va devoir quand même payer le minimum d'impôt parce que c'est à faire de manière mensuelle ou trimestrielle. Donc c'est pour ça que c'est à bien choisir. Mais on va voir que dans la majorité des cas, si tu fais, je vais prendre un exemple pour moi, si tu fais plus de 20 000 euros de revenus, même 20 000 euros de revenus imposables,
Donc après un abattement, si imaginons tu as une activité de prestation de service, tu as fait 40 000 euros dans l'année, ils prennent un abattement de 50%, donc tu vas être sur 20 000 euros imposables. Là déjà le versement libératoire très intéressant. Pareil, e-commerce, si tu fais pour l'exemple 5 000 euros de chiffre d'affaires par mois, pareil, versement libératoire très intéressant. Donc là on va prendre un exemple ici en cas numéro 2, où c'est intéressant. Donc là, les abattements, c'est toujours les mêmes. Tu te rappelles, 71, 50, 34 en fonction de l'activité. Là, c'est la même personne, sauf qu'ici, elle n'a pas fait 1 000 euros par mois, elle fait 4 400 euros par mois. Donc là, elle fait un beau chiffre d'affaires en prestation de service. Donc ça lui fait 52 800 euros par an. Donc au niveau du résultat, ici, il y a toujours l'abattement de 50% si elle a un impôt sur le revenu classique. Donc là, elle va être imposée sur 26 400 euros pour sa base imposable. Donc là, une nouvelle fois, on a nos tranches d'imposition. Donc ça va être tranche par tranche. Donc là, elle a sa première tranche où elle va payer 0. Et après, sur la deuxième tranche, qui est du coup jusqu'au niveau où elle va payer 11%. Donc au total, ça fait 1 666 euros d'impôts à payer directement. Donc là, le résultat, si on regarde, donc on fait 52 800 fois 21,20 plus le montant d'impôt, elle n'a pas le versement libératoire. Au total, si on prend toute taxe confondue, URSSAF plus ici pas de prélèvement libératoire, elle doit 12 855,26 euros. Donc là, j'ai pris URSSAF plus ici directement l'impôt. Maintenant, si elle a le versement libératoire, là, quand il y a le versement libératoire, on oublie les tranches d'imposition. Là, c'est très simple. L'État, en fait, il rajoute juste le pourcentage qu'on avait vu précédemment. Alors là, il n'est pas affiché là, mais pour rappel, on est à 1,7 en prestation de service. Ensuite, on peut être à 2,2 en activité libérale et 1% pour l'achat-revente. Et on enlève les tranches d'imposition. Là, c'est directement le chiffre d'affaires. On fait le pourcentage de versement libératoire. Donc là, ça fait 52 800 fois 21,20. Donc ça, c'est l'URSSAF. Plus 1,7 de prélèvement libératoire. Donc total, 12 091,2. Donc là, ici, il est plus intéressant de choisir le versement libératoire. Parce que concrètement, d'un côté, c'est 12 855 qu'elle aura payé en totalité. Et là, 12 091 euros. Donc il y a à peu près 700 euros de différence. Donc ça fait plus de 60 euros par mois, en sachant que là, on n'a pas vraiment pris un cas extrême. Parce que si on prend vraiment un cas où la personne a des revenus qui sont encore plus importants, en fait, la différence se creuse et ça peut être des 2 000, des 3 000, des 5 000 euros d'économie par an, donc quasiment 500 euros par mois. Donc c'est pour ça que le versement libératoire, si je peux donner un conseil, si tu penses faire un très beau chiffre d'affaires, c'est-à-dire plus de 3 000 euros par mois, plus de 4 000, etc. en fonction de ton activité, clairement, et que tu rentres dans les conditions pour le versement libératoire, prends-le parce que ça va te faire économiser pas mal d'argent chaque année. En sachant que tu ne pourras pas en bénéficier éternellement parce qu'il faudra rentrer dans les conditions. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu en bénéficies 1 an, 2 ans, mais si ton revenu imposable en N-2 au bout d'un an passe au-dessus de 27 000, là, tu ne pourras plus en bénéficier. Mais du moins, pendant un certain montant, tu pourras en profiter, donc c'est intéressant. Maintenant, on va voir directement après ce cas et cet exemple sur la partie impôt, quelque chose qui va être très très important, c'est d'oublier de déclarer son chiffre d'affaires même quand c'est 0 euros. Alors là, il faut savoir que tu as une pénalité qui est appliquée. La pénalité, elle est de 58,90 euros et c'est sur chaque déclaration manquante. Et ici, ce qui est très très important, c'est que si tu oublies de déclarer, que tu aies fait 0 euros, 1000 euros ou peu importe, cette pénalité s'applique. Le problème, c'est que l'URSSAF ne va pas te prévenir directement, vous dire vous avez oublié de déclarer, vous nous devez 58,90 euros. Non, ils ont fait quelque chose du coup qui fait que tu peux avoir une très mauvaise surprise. C'est-à-dire qu'ils vont rien te dire. Tu déclares pas pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, tu vas jamais avoir de problème, quoi que ce soit. Par contre, le jour où tu vas vouloir refaire une déclaration, et bien là, pour le coup, ils vont dire, ok, vous déclarez telle période, vous n'avez pas déclaré tel mois, tel mois, tel mois, tel mois. Vous nous devez, pour l'exemple, si c'est 12 mois, vous nous devez 58,90 euros x 12, vous nous devez du coup plus de 600 euros d'un seul coup. Et même si un jour, imaginons, tu ne déclares pas parce que je fais 0, cette période, j'ai pas besoin de déclarer, et que tu te dis un jour, je vais fermer même ma micro-entreprise, tu veux la fermer, pour fermer une micro-entreprise, il faut faire une dernière déclaration. Et là, pareil, ils vont dire, voilà, dernière déclaration, il y a eu 20 déclarations pas faites, 20 fois quasiment 59 euros. Donc vous nous devez 1000 euros et quelques. Donc ça, très très attention, c'est vraiment un point important. N'oublie pas de déclarer ton chiffre d'affaires, peu importe le montant. 0 euros, 1000 euros, peu importe, la déclaration est obligatoire. Sinon, il y a des amendes et ils mettent concrètement les amendes. Ce n'est pas quelque chose théorique, etc. Non, chaque mois, il y a des centaines, voire des milliers de personnes en micro-entreprise qui se prennent des amendes, des pénalités parce qu'ils n'ont pas déclaré. Donc pour éviter ça,
Oublie pas de déclarer. Et quand tu crées ta micro-entreprise, tu peux choisir de déclarer de manière mensuelle ou trimestrielle. Donc soit tous les mois, tu déclares le mois précédent, soit tous les trimestres, tu déclares les 3 mois précédents. Moi, personnellement, je fais ma déclaration trimestrielle, c'est-à-dire que j'ai 4 déclarations par an. Et à chaque fois, je déclare les 3 mois précédents. Dans tous les cas, ça revient au même sur ce qu'on va devoir redonner à l'URSSAF. C'est juste au choix ce que tu préfères. Maintenant, mal choisir sa domiciliation, notamment avec des villes à forte CFE. Alors la CFE, c'est quoi? C'est la cotisation foncière des entreprises, donc c'est une taxe qu'on paye chaque année en micro-entreprise. Elle va dépendre de deux choses, du chiffre d'affaires qu'on réalise et de notre adresse de domiciliation. Et on va voir aussi le fait de se domicilier chez soi. Pourquoi? C'est quelque chose qui coûte énormément d'argent, alors qu'au préalable, on pourrait se dire se domicilier chez soi, c'est le plus économique. On va voir que c'est une catastrophe. Bon, maintenant, beaucoup de personnes le savent en micro-entreprise parce qu'ils ont fait l'erreur. Et moi, le premier, j'ai fait l'erreur en me domiciliant chez moi au début à Bordeaux et je me suis fait détruire par la CFE, donc je vais pouvoir t'en parler. Donc, tout d'abord, c'est quoi la domiciliation d'entreprise? La domiciliation d'entreprise, c'est l'adresse administrative et fiscale officielle d'une entreprise. Et cette adresse, elle est essentielle parce qu'elle va figurer sur tous les documents officiels, que ce soit les factures, les devis, les contrats, si tu as un site web, les mentions légales, etc. Et aussi sur les registres publics. Les registres publics, ce sont des sites web comme le Greffe, Papers, qui sont des sites publics qui ont le droit, légalement, quand on crée notre micro-entreprise ou n'importe quelle entreprise, d'afficher notre nom, prénom et l'adresse, la date de création, etc. Et donc du coup, tu vas voir que le fait de se domicilier chez soi, c'est problématique par rapport à ça. C'est que premièrement, notre adresse personnelle, elle est divulguée sur Internet. Donc là où on habite, là où on dort, elle est visible de tous. Il suffit que la personne connaisse juste notre nom de famille ou notre prénom et notre nom de famille, peu importe, même si c'est que le nom de famille, il va trouver. Automatiquement, ça ressort sur Google dans le premier résultat, parce que c'est les sites du registre public. Donc ce qui fait que on a notre adresse qui est visible de tous. Donc ça, c'est vraiment pas terrible en termes de vie privée aujourd'hui. Encore plus en France, où on voit qu'il y a de plus en plus d'insécurité et il n'y a pas forcément que des personnes bien intentionnées. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en considération. C'est que le fait de domicilier sa micro-entreprise chez soi, notre adresse personnelle, elle est visible de tous sur Internet et on ne peut pas l'enlever. Donc ça, c'est pas terrible. Deuxième point, c'est concernant la CFE. Alors la CFE, je l'ai dit, c'est la cotisation foncière des entreprises, donc c'est une taxe qu'on paye chaque année. Au minimum, tu peux le voir qu'elle est à 243 €. La réalité, c'est que personne paye 243 € en général. La majorité des personnes que je connais, même autour de moi, parce que moi j'ai une micro-entreprise, mais j'ai aussi plein de personnes autour de moi qui ont des micro-entreprises. Et cette chaîne, je parle micro-entreprise, donc j'ai des commentaires tous les jours là-dessus, payent en moyenne autour des 1000 € par an de CFE. Et pour donner un cas concret, moi quand j'étais domicilié sur Bordeaux, je payais 980 € de CFE par an, donc ce qui est énorme. Et pour le coup, en termes de chiffre d'affaires, j'étais sur cette tranche-là, entre 10 000 et 32 600. Et j'étais plus proche des 10 000 vraiment que des 32 000. Et pourtant, j'étais proche des 1 000 €. Donc ça, c'est à prendre en considération. Et la seule exception, c'est finalement si on domicilie sa micro-entreprise sur Paris. Pourquoi Paris? Parce que sur Paris, elle est plafonnée, la CFE, et elle est plafonnée à 72 € par an. Alors que partout ailleurs, tu peux voir qu'elle n'est pas plafonnée, ça va jusqu'à des montants énormes. Mais en moyenne, voilà, moi, de ce que je vois, on paye tous à peu près autour des 1 000 € quasiment, peu importe le chiffre d'affaires. Donc, ça fait des énormes économies. Payer 72 versus 1000, c'est quand même important, surtout que c'est chaque année. Donc, du coup, par rapport à ça, maintenant, je vais te partager le fait de domicilier sa micro-entreprise dans un centre de domiciliation, les avantages qui sont vraiment intéressants. Donc, premièrement, on va avoir la réduction de la CFE, donc jusqu'à 1 000 € par an d'économie tous les ans si domiciliation sur Paris, ce qui est déjà un énorme avantage en termes d'économie. Deuxièmement, ça va permettre de dissocier son adresse personnelle de son adresse professionnelle. Donc pas d'impact sur sa vie personnelle. Donc ça aussi, à mon sens, c'est un super bon point. Et troisième point, c'est l'adresse personnelle qui est non divulguée. Donc l'adresse où on habite, sur Internet, au moins, elle n'est pas visible de tous. Et ça, à mon sens, c'est vraiment important. Alors, je trouve que la partie économique, c'est surtout la plus intéressante. Mais à mon sens, protéger aussi sa vie privée, l'adresse de là où on habite, si on est soit célibataire, en couple, en famille, etc., la protéger, ça a quand même, à mon sens, un rôle fondamental. Et au-delà de ça, même aussi en micro-entreprise, quand on a des clients, quand on a une adresse de domiciliation, c'est cette adresse qui est présente sur les factures, etc. Et pas notre adresse de là où on habite personnellement, là où on vit. Donc ça aussi, c'est un bon moyen de se protéger.
Maintenant, le service que j'ai utilisé pour domicilier ma micro, donc pour le coup, moi je suis passé par Legal Place. Alors Legal Place, c'est le service numéro 1 en France sur la partie création de micro-entreprise. Donc si tu souhaites créer ta micro-entreprise, eux, c'est le top, hein. Ils te la créent pour 59 € avec toutes les bonnes optimisations de A à Z. Et au-delà de ça, tu peux avoir l'ACRE qui te permet de payer moins de cotisations URSSAF la première année, 50% de moins. Et tu peux aussi prendre une option pour la domiciliation sur Paris parce qu'ils ont leur propre service de domiciliation. Et pour le coup, moi, la domiciliation, du coup, je suis chez eux depuis 2 ans et franchement, c'est top parce qu'en termes de rapport qualité-prix, c'est les plus intéressants. C'est pour ça que je suis passé par eux. Et c'est surtout que, en fait, comment ça fonctionne, la domiciliation sur Paris, c'est qu'il n'y a pas du tout besoin de se rendre sur Paris pour ouvrir la boîte aux lettres ou quoi que ce soit. En fait, dès que du courrier arrive au sein de la boîte aux lettres, automatiquement, il va être scanné par l'entreprise de domiciliation et on va être notifié par mail. Donc, on va pouvoir y accéder en ligne directement. Et après, pour les courriers importants, si imaginons demain, moi, je reçois une carte bancaire à l'adresse de domiciliation, ça, tout ce qui est document important, il réexpédie dans la journée gratuitement à mon adresse personnelle. Donc ça, c'est vraiment, vraiment bien. Et le gros avantage, c'est que voilà, on réduit au maximum sa CFE, on protège notre vie privée aussi. Et d'ailleurs, par rapport à ça, étant client, je leur ai demandé si c'était possible d'avoir un code promo. Ils m'en ont donné un, donc c'est Julien Oka que tu peux utiliser, qui te permet d'avoir 15% de réduction sur la domiciliation. Donc c'est juste hyper intéressant là-dessus. Je te mettrai de toute façon un lien ci-dessous, à la fois pour créer ta micro-entreprise en quelques clics avec eux et aussi si tu souhaites juste prendre la domiciliation. Et après, si tu crées ta micro-entreprise, tu peux prendre l'option pour la domiciliation pour avoir les deux. Et c'est vraiment super à ce niveau-là. Et surtout en termes de service, c'est le meilleur rapport qualité-prix, c'est les plus rapides et c'est les numéros en France. C'est pas pour rien, c'est parce que ils ont vraiment un service au top du top. Maintenant, en 5e point, ça va être mal comprendre le fonctionnement de la TVA, voire son absence pour certains. Alors, il faut savoir qu'il y a des plafonds de seuil de TVA en micro-entreprise. Alors, rapidement, c'est quoi la TVA? C'est la taxe sur la valeur ajoutée. On a l'habitude d'en payer tout le temps quand on est en France. On va faire nos courses chez Carrefour, on paye de la TVA. On va acheter une baguette, on paye de la TVA. C'est juste qu'on ne la voit pas directement. Mais si on regarde les tickets de caisse, il y a de la TVA. Et en micro-entreprise, la spécificité, c'est qu'il n'y a pas de TVA au départ. C'est qu'à partir d'un certain seuil qu'on va devoir facturer la TVA à nos clients. Et c'est ce que je vais te partager. Alors, premièrement, par rapport à ça, voici les seuils de franchise de TVA juste ici. Alors ça, c'est les seuils de plafond de chiffre d'affaires. Et à côté, on a les seuils de franchise. Donc c'est en général à peu près le seuil de micro-entreprise de plafond divisé par 2. Donc là, on peut voir que pour l'achat-revente, c'est 85 000. Et si on est plus sur des professions libérales ou de la prestation de service, 37 500. Ça veut dire que jusqu'à ce montant-là, on n'a pas besoin de facturer la TVA. Et à partir de ce montant-là, il va falloir la facturer à nos clients. Donc, quelles sont les règles pour la franchise de TVA en micro-entreprise? Alors, je vais te les partager. C'est qu'on a vu les plafonds, 85 000 et on va avoir aussi 37 500. Et dès que notre chiffre d'affaires il dépasse ce seuil, donc soit si on fait de l'achat-revente 85 000 par an ou 37 500 en prestation de service ou activité libérale, là, pour le coup, on est soumis à la TVA le mois suivant. C'est-à-dire qu'à partir du mois suivant, il faudra facturer la TVA à nos clients. Donc, pour prendre un exemple juste ici, avec un freelance, imaginons, c'est un freelance en août, son chiffre d'affaires depuis le début de l'année, il est à 37 500. Et en septembre, du coup, vu qu'il va être au-dessus, il va devoir facturer 20% à ses produits ou services. Donc là, 1 000 €, s'il vend une prestation 1 000 €, il ne va plus la vendre 1 000, il va la vendre 1 200 €. Donc il y a 200 € de TVA. Et cet argent-là, ce n'est pas de l'argent pour lui, c'est de l'argent qu'il va devoir redonner à l'État. C'est une taxe en fait qu'on collecte, qu'on redonne à l'État. Au niveau de l'URSSAF d'ailleurs, il ne va pas payer de taxe sur 1 200 € parce que c'est TTC, il va payer sur le hors-taxe. Au niveau de l'URSSAF, il va payer sur 1 000 €. Pareil pour les impôts ne vont pas prendre en considération la TVA à l'intérieur, sinon ça n'aurait pas de sens. Donc ils vont prendre toujours le hors-taxe. Mais il y a une partie qui a été redonnée à l'État juste ici, collectée et redonnée. L'avantage aussi quand on passe à la TVA par contre qui a un bon point, c'est que concrètement quand on fait aussi des achats, si imaginons moi je m'achète un ordinateur pour mon activité, imaginons un freelance ici, il pourrait s'acheter un ordinateur à 2 000 €, sur ces 2 000 €, il va payer 400 € de TVA. Sauf que ces 400 € de TVA, il va pouvoir les récupérer, se les faire rembourser par l'État. Et en fait, ce qu'ils vont faire, l'État, c'est qu'ils vont dire, voilà, vous avez fait, imaginons, 3 000 € de chiffre d'affaires. Sur les 3 000 € de chiffre d'affaires TTC, du coup, imaginons, il y a 500 € de TVA, pour faire simple. Vous avez par contre acheté un ordinateur à 2 000 € TTC, il y avait 400 € de TVA. Du coup, vous nous devez 500 moins 400 que nous on vous doit, donc vous ne devez plus que 100. Donc ça permet aussi de récupérer la TVA, chose qui n'est pas possible quand on n'est pas assujetti à la TVA au départ.
Maintenant, comment savoir si sa micro-entreprise respecte les plafonds? Alors pour ça, ça va être vraiment de suivre son chiffre d'affaires, donc d'utiliser un logiciel de facturation pour avoir une alerte en cas de dépassement des seuils. Et je vais te partager dans mon cas l'outil gratuit que j'utilise depuis plus de 2 ans qui est vraiment très bien là-dessus. Donc maintenant, on passe directement au 6e point juste ici. Donc là, c'est ne pas utiliser d'outils de facturation pour suivre son chiffre d'affaires et faire des factures, devis, etc. Parce que déjà, c'est obligatoire de faire des factures dès qu'on encaisse de l'argent. Donc rien que si tu n'as pas un outil pour faire les factures, automatiquement déjà tu es hors la loi, tu es hors règle. Donc pour ça, tu peux te servir d'un outil de facturation. Moi, dans mon cas, j'utilise cet outil-là, Indy, donc depuis 2 ans, qui est vraiment top. Et je suis sur la version gratuite. Ils ont aussi des versions payantes. Franchement, la gratuite, elle est déjà excellente. Donc moi, je te conseille de prendre la gratuite directement. Et d'ailleurs, par rapport à ça, je te mettrai un lien en description pour que tu puisses avoir la version gratuite et aussi un bonus à l'ouverture. Et à quoi ça ressemble? Ça ressemble à ça. Là, je suis connecté à mon compte et en fait, tu as plusieurs onglets. Alors, pilotage, je ne vais pas cliquer dessus, sinon je vais devoir tout flouter, mais ça permet de voir l'évolution de son chiffre d'affaires mois après mois, les hausses, les baisses, les hausses, les baisses. Ensuite, la partie transaction. Alors là, tu parles que j'en ai pas mal, j'en ai 185. Concrètement, c'est parce que j'ai mon compte bancaire de mon entreprise qui est relié directement à Indy. Donc, dès que j'ai une rentrée d'argent ou une sortie d'argent, ça va s'afficher dans transaction. Et après, je peux relier une facture par rapport à une transaction, etc. À faire là, c'est Indy qui va nous faire des fois des recommandations par rapport à notre activité, de ne pas oublier de déclarer telle chose avant telle période, que la partie impôt, si imaginons il y a de la partie impôt, elle arrive à tel moment, etc. Donc c'est vraiment un super outil qui nous permet de mieux gérer notre activité. Et on a la partie facturation qui est hyper importante parce que c'est à partir d'ici qu'on va pouvoir faire des factures. Donc pour l'exemple, si on veut créer une facture avec Indy, on va sur Nouveau, on clique sur Créer une facture juste ici. On arrive directement sur cette page et là, on a un modèle de facture qui est préfet. Tu peux le régler pour le modifier comme tu le souhaites. Donc le modèle, tu as un modèle de base. Donc ça, c'est mon modèle personnalisé. Mais toi, tu peux le designer vraiment comme tu le souhaites. Rajouter ton logo si tu le souhaites. Pareil, au niveau du thème et du style, ça peut être en compact. Tu peux te mettre en latéral, ce qui va laisser ici un petit espace. Tu peux aussi modifier les couleurs juste ici et même mettre de la couleur personnalisée en fonction vraiment de ce que tu veux avoir sur tes devis, donc tu peux tout modifier. Moi, dans mon cas, j'aime bien la couleur beige. Je reste sur le thème standard. La police, j'ai choisi Indy. Et tu peux même choisir ici le style des lignes, contrasté, quadrillé, etc. Donc moi, je vais mettre sur le classique. Je fais enregistrer juste là. Ensuite, je vais faire un petit retour en arrière. Et ici, du coup, tu vas pouvoir ajouter un nouveau client. Alors là, tu vois, d'ailleurs, il y a 2 de mes clients qui sont là. Mais toi, tu pourras ajouter ton premier client. Donc, ajouter ces informations. Donc, si c'est une entreprise, le nom de l'entreprise, etc. Si c'est un particulier, son prénom, son nom directement. Et après, tu n'auras plus qu'à le sélectionner. Donc, imaginons, moi, je prends l'exemple de Véloré avec qui je travaille. Donc là, titre et texte d'introduction, il n'y a pas besoin de mettre quelque chose, juste pour te montrer où ça s'affiche. Tu vois que ça se met juste en dessous. Mais à mon sens, il n'y a rien à mettre sur une facture ici. Sachant que pour un devis, c'est exactement la même chose. Donc c'est vraiment top. Là, tu vois, il m'a mis mes informations personnelles ici de ma micro-entreprise. Et là, il y a mon client aussi, il a mis ses informations à droite. Donc là, je clique sur suivant juste ici. Maintenant, là, le nom de l'item. Alors ça va être quelque chose qui va se mettre juste ici. Finalement, c'est la prestation qu'on propose. Donc pour l'exemple. Alors, peut-être qu'on a vu ce que je propose. Bon, c'est pas très grave. Création du site internet, pour l'exemple. Si imaginons je crée un site internet pour mon client. Donc, voir que la ligne s'ajoute juste là. La nature de l'activité, donc c'est de la prestation de service dans mon cas. Mais si c'est de l'achat-revente, tu peux aussi sélectionner achat-revente. Ici, on peut mettre une description qui est optionnelle. Si imaginons tu veux détailler un petit peu à ton client qu'est-ce qu'on facture réellement au-delà de la création du site internet. Ça pourrait être hébergement du site web, achat du nom de domaine, création des pages, etc., etc. Donc là, tu peux avoir tes différentes lignes. Ensuite, le prix unitaire hors taxe. Alors là, pour le coup, le prix, moi, je vais prendre un exemple. On va dire que c'est 1500 € hors taxe. Voilà. Dans mon cas, moi, je suis en dessous des seuils de franchise de TVA, donc je reste en hors taxe. Mais toi, si tu as la TVA, tu es au-dessus, tu seras en TTC. Et la TVA, tu la mets à 20% direct. Ensuite, la quantité, il n'y en a qu'un seul. Et on peut acheter un autre item. Donc ça va être un autre élément qu'on propose juste en dessous. Donc imaginons, je fais une création de campagne publicitaire. Juste ici, on va dire c'est Facebook Ads. Voilà, la nature de l'activité. Donc ça, c'est de la prestation de service. Et ici, ça pourrait être création du compte Facebook Ads. Ensuite, ça peut être la configuration, mise en place de la campagne. Voilà, donc ça pourrait être ça pour l'exemple. Et là, on va dire que, imaginons, ça coûte une campagne publicitaire, imaginons 400 €. Et on va dire qu'il y a 2 campagnes publicitaires, pour l'exemple. Voilà. 2 campagnes, donc là, on peut voir automatiquement quantité de campagnes publicitaires. Donc ça fait 400 x 2, ça fait 800 €. Donc là, on a notre total hors taxe. Dans mon cas, encore une fois, je suis en dessous des seuils de franchise, donc il n'y a pas de TVA.
Et ensuite, on peut cliquer sur suivant juste là. Là, on peut rajouter aussi le délai pour le paiement, c'est important. Donc moi, tous mes clients, c'est 30 jours à réception de la facture, donc à la date d'envoi. Tu peux aussi mettre une durée personnalisée, c'est comme tu souhaites, mais moi, je mets 30 jours. Ensuite, là, tu peux rajouter ton RIB. Donc moi, là, mes clients, ils ont déjà mon RIB, donc j'ai pas besoin de l'ajouter ici, mais la première fois, je l'avais ajouté. Et ensuite, autre condition, donc ça, c'est des conditions qui se mettent tout en bas, et c'est des termes et conditions obligatoires qu'il faut qu'on retrouve sur chaque facture. Pareil pour les devis, il y a des termes obligatoires. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'Indy les connaît déjà, donc tu appliques tout automatiquement. Et pareil, si un jour il y a un changement au niveau des mentions sur les factures, etc., ce qui peut être le cas, Indy, en fait, le jour où c'est mis en place, toutes nos factures sont aussi mises à jour, nos devis. C'est pour ça que c'est vraiment l'outil gratuit que je te conseille là-dessus, parce que ils sont top. Et surtout, tu vois, ça, on a vraiment un style qui est nickel et qui fait très professionnel. Donc moi, haute condition, je ne vais pas en mettre là. Et après, on peut cliquer sur valider la facture. Alors là, comme c'est indiqué, une fois votre facture validée, vous ne pourrez plus la modifier ni la supprimer. Seule une facture d'avoir pourra l'annuler. Donc c'est pour ça que je ne vais pas la valider, parce que sinon, je peux, encore une fois, là, c'est pour l'exemple, c'est pas une réelle facture. Cette facture-là, je ne vais pas faire ça pour mon client maintenant, ni plus tard forcément. Et donc, si on veut annuler après une facture qui a été faite, imaginons que tu t'es trompé sur une mention, sur un prix ou quoi que ce soit, tu pourras l'annuler avec une facture d'avoir directement sur Indy. Mais moi, dans mon cas ici, je vais faire annuler parce que c'était juste pour te montrer comment ça fonctionne. Mais concrètement, c'est très simple. Et après, pour les devis, c'est exactement la même chose. Et ce qui est bien, c'est que pour les devis, tu peux directement les envoyer à ton client depuis Indy pour qu'il n'a plus qu'à le signer. Donc ça, c'est vraiment top. Donc moi, je vais faire fermer juste ici. Tu peux aussi enregistrer comme brouillon. Donc moi, je vais faire fermer sans sauvegarder. Mais en tout cas, pour la partie facturation, Indy, top du top. Et comme je t'ai dit, je te mets le lien ci-dessous avec directement la version gratuite et un bonus à l'ouverture. Maintenant, le 7e point, c'est ne pas anticiper ses cotisations et tout dépenser. Et ça, c'est une erreur qui est fréquente. Premièrement, il faut savoir que les cotisations sociales, elles vont être prélevées a posteriori. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu factures 200 € à un client et qu'il te paye 200 €, l'URSSAF ne va pas te demander d'argent tout de suite maintenant, une fois que tu as encaissé les 200 €. Il y a toujours un décalage. Donc pour le coup, les charges, elles sont calculées déjà sur le chiffre d'affaires encaissé, mais elles ne sont pas prélevées immédiatement. Donc si tu encaisses pendant un mois beaucoup d'argent, tu paieras tes cotisations que le mois ou le trimestre suivant, selon ce que tu préfères, déclaration mensuelle ou trimestrielle. Et si tu as tout dépensé entre-temps, tu risques de ne pas pouvoir payer. Et là, c'est très problématique. Deuxièmement, tu risques des pénalités de retard. Donc si tu ne payes pas tes cotisations à temps, tu peux avoir les majorations et aussi les pénalités qui s'accumulent rapidement. Et c'est un cercle vicieux qui met aussi en danger ta trésorerie. Maintenant, par rapport au 8e point, c'est confondre chiffre d'affaires et bénéfice net. Et aussi là-dessus, il y a pas mal de personnes qui ne font pas réellement la différence. C'est que le chiffre d'affaires, c'est ce que tu encaisses, mais le bénéfice net, c'est ce qui se reste réellement dans la poche une fois que tu as payé l'URSSAF, les impôts, que ce soit l'impôt sur le revenu ou le versement libératoire, tes frais pro éventuels, même si en micro-entreprise, on ne peut pas les déduire fiscalement. Donc, tu risques par rapport à ça de vivre au-dessus de tes moyens. Si tu gagnes 3 000 € de chiffre d'affaires par mois et que tu penses que c'est 3 000 € de salaire net dans ta poche, tu vas rapidement être dans le rouge. Parce qu'en réalité, si imaginons tu es freelance, tu as 24% de cotisation sociale plus 2% d'impôt libératoire si tu as le versement libératoire. Donc, au final, il te reste qu'environ 75% de la somme initiale. Donc, 2 220 €. Donc, si tu dépenses 3 000, tu vois que tu vas vite être dans le négatif. L'administration fiscale et l'URSSAF, en plus, ils calculent pas sur le bénéfice, mais vraiment sur le chiffre d'affaires. Donc ça, c'est un point à prendre en considération. Et le 9e élément, c'est ne pas avoir de compte bancaire dédié. Et là, il y a 4 éléments importants par rapport à ça. Premièrement, c'est que tu mélanges ton argent du coup pro et perso très facilement. Donc résultat, tu ne sais pas clairement ce que tu peux vraiment utiliser pour toi. Et tu risques aussi de dépenser l'argent des charges URSSAF sans t'en rendre compte et de te retrouver en galère au moment du paiement de l'URSSAF. Et le problème, c'est que l'URSSAF, ils s'en moquent de notre gestion, comment on a géré. Eux, ils veulent juste qu'on paye par rapport à notre chiffre d'affaires. Un point, c'est tout. Après, qu'on est bien géré ou pas, c'est pas leur problème. Si jamais on a mal géré, qu'on n'arrive pas à payer, il y a des pénalités, etc. Deuxièmement, c'est que tu perds en clarté et en rigueur financière. Donc le compte dédié, ça te permet de laisser tes cotisations sociales bien au chaud et de ne jamais y toucher. Donc ça, c'est le gros avantage. Moi, j'ai un compte pro du coup dédié. Et ce qui est bien, c'est que dès que j'ai de l'argent qui arrive dessus, je sais exactement, imaginons j'ai 2 000 € qui arrivaient dessus. Sur les 2 000 €, si moi dans mon activité je suis à 24% au total, donc je sais qu'il y a 24% qu'il faut toujours que je laisse sur les 2 000 € pour l'exemple, pour pouvoir payer l'URSSAF. Et donc par rapport à ces 2 000 €, je vais pouvoir retirer 2 000 en moins les 24%. Donc ça fait, pour l'exemple ici, ça nous fait 24%, ça nous fait, je peux retirer 1 560 €. Donc, je retire 1 560 automatiquement sur mon compte bancaire personnel. Là, je peux faire mes cours, je peux faire tout ce que je veux avec. Mais c'est bon, j'ai déjà l'argent pour l'URSSAF qui est prêt à être prélevé. Donc ça, c'est vraiment important.
Donc tu vois instantanément ce que tu dépenses, ce que tu peux dépenser et ce que tu dois aussi mettre de côté. Donc c'est un vrai gain de sérénité. Troisième point, c'est que tu risques aussi des contrôles ou des complications administratives. C'est qu'en cas de contrôle ou de litige, l'administration, ils peuvent te reprocher de ne pas avoir séparé tes flux pro et perso si tu te retrouves en difficulté. Et aussi, il faut savoir que c'est obligatoire du coup d'avoir un compte pro dédié si tu dépasses 10 000 euros de chiffre d'affaires pendant 2 années consécutives. Alors c'est 10 000 euros par an, donc ça fait autour des 800 euros par mois. Dans ce cas-là, au bout de 2 années consécutives, c'est obligatoire. Mais moi, je te conseille de l'avoir dès le début. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, ça va te permettre d'avoir une meilleure gestion et d'avoir tout qui est bien organisé en fait. Et même mentalement, tu es beaucoup plus serein parce que tu sais parfaitement comment ça fonctionne. Et quatrième élément, c'est qu'aussi, il existe des comptes pro gratuits aujourd'hui. Donc, il n'y a plus aucune raison de s'en priver. Moi, j'utilise Indy aussi pour ça. Donc, Indy, j'utilise facturation pour mes devis, compta, version gratuite, parfait. Et aussi leur compte pro qui est aussi vraiment gratuit. Donc c'est pas gratuit pendant 1 an et après c'est 10 euros par mois. Non, il est vraiment gratuit et hyper simple. Et il permet aussi de gérer, comme on l'a vu, en facture, devis, compta automatiquement. Donc c'est la solution idéale pour les micro-entrepreneurs. Donc en micro-entreprise, il n'y a pas mieux clairement. Donc compte pro Indy gratuit. Pareil, je te mettrai le lien de cette vidéo pour en profiter. Et l'ouverture, tu vois, c'est 10 minutes, c'est ultra rapide. Tu peux aussi, tu as un IBAN français, tu as une carte et tu peux faire des virements en instantané directement et tu peux tout suivre en fait depuis l'application. Et aussi, tu as des notifications juste avant des périodes déclaratives, etc. Donc ça te permet de rien oublier. Mais c'est vraiment l'outil qui est génial par rapport à ça. Donc voilà par rapport à cette vidéo sur ce qu'il faut savoir avant de créer une micro-entreprise. N'hésite pas d'ailleurs si tu as la moindre question à me la mettre en commentaire. Et comme je t'ai dit, je te mets les liens sous cette vidéo, notamment pour la partie domiciliation sur Paris, qui est l'une des choses les plus intéressantes si tu souhaites vraiment réduire ta CFE drastiquement et éviter de payer 1 000 euros par an, mais plus payer autour des 70 euros, donc 10 fois moins, ce qui fait une énorme différence. Au-delà de ça, tu peux utiliser le code de réduction qui est Julien EK, qui te permet d'avoir 15% de réduction sur la domiciliation, mais aussi sur la partie création de micro-entreprise. Je te mettrai le lien. Et après, si tu souhaites faire vraiment ta facturation de manière simple pour être 100% conforme, ne pas avoir de problème à ce niveau-là, je te mettrai aussi le lien pour avoir la version gratuite de Indy, qui est l'outil vraiment parfait pour faire facture, devis, acompte, etc. Suivre ton chiffre d'affaires et aussi par rapport à la partie compte pro avec pour les deux des bonus à l'inscription. Donc n'hésite pas à en profiter et on se retrouve de toute manière très bientôt pour de nouvelles vidéos.